En fait, comme les moyens nécessaires étaient importants parce qu'il faut les inviter dans des cliniques nutritionnelles, il faut les surveiller, il faut les payer, c'est des travaux américains, ils ont voulu faire des petits groupes. Et quand on fait des petits groupes, on essaye de ne pas mélanger les hommes et les femmes parce que forcément les ingestats sont très différents. Mais je suis d'accord, on pourrait très bien refaire ces études-là chez les femmes. Alors, la moyenne d'âge dépend de à qui vous avez affaire. Si, je veux dire, pour l'activité physique, je pense que déjà on peut s'adresser à des personnes de tout âge. Et si on commence chez les enfants, c'est encore mieux que de commencer plus tard. Donc l'activité physique, je crois qu'il n'y a pas une étude clinique qui ne montre pas qu'il y a un bénéfice, quel que soit ce bénéfice, sur la santé des gens. Après, si vous me demandez à quel âge on est âgé, puisque moi je parlais de personnes âgées, si on parle de prévention, on peut commencer à parler de 45-50 ans, parce que voilà, on pourrait faire de la prévention très tôt. Si on parle d'essayer de maintenir l'autonomie, garder un niveau d'état de santé satisfaisant, on peut s'adresser à des gens plus âgés, en sachant que l'âge chronologique n'est pas un très bon indicateur dans la population âgée parce que le vieillissement est extrêmement hétérogène. Il y a des gens qui vont être à 90 ans, quand même bon pied, bon oeil, autonomes, actifs, etc. Et vous avez des gens qui, à moins de 70 ans, sont déjà drôlement abîmés, pas autonomes, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas se fixer sur la notion d'âge, mais plutôt pour ce qui concerne l'activité physique, c'est qu'à tout âge, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Qu'est-ce qu'elle est capable sur le plan physique? Qu'est-ce qu'elle est capable sur le plan psychologique? Alors après, à l'hôpital, moi j'adapte ça aussi à la personne que j'ai en face de moi. Si je vois des personnes en consultation et qui sont autonomes chez elles, ben, je commence... Bon, je leur propose les clubs de gym, etc. Ça, ils aiment bien. Le tai chi, ça a bonne presse en gériatrie, peu importe. Et puis... j'utilise aussi la vie quotidienne, c'est-à-dire marcher dehors, sortir le chien, faire du jardinage si c'est le cas. Et puis surtout, en réalité, je leur conseille beaucoup de monter et descendre les escaliers parce que en fait, ça demande pas mal de force musculaire et ça entretient la force musculaire des quadriceps. Et donc, s'ils habitent au 4e étage, je leur conseille d'abord de s'arrêter au 3e puis de monter un étage à pied. Quand ils sont à l'aise avec ça, de s'arrêter au 2e étage et de faire 2 étages à pied, etc. Donc, l'idée, c'est plutôt d'intégrer dans la vie quotidienne de ces gens-là le niveau d'activité physique qu'ils sont prêts à faire. Alors le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la supplémentation par vitamine D. Les risques de supplémentation en vitamine D sont vraiment mineurs par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Et les lithiases calciques, on les observe en effet des fois dans les protocoles, les essais cliniques où on supplémente par vitamine D parce qu'on les cherche, mais si ça se trouve, elles apparaissent aussi dans la population générale qui n'est pas supplémentée. Donc globalement, on considère que vraiment, c'est pas un frein. Alors en fait, j'ai regardé dans les essais cliniques qui concernaient l'activité physique chez les personnes âgées. Et en fait, ces études-là ont très peu étudié l'appétit, malheureusement. Donc on a des études sur l'appétit, on a des études sur l'activité physique, et les deux ne sont pas tellement. Donc ce n'est pas écrit dans les essais cliniques qui concernent l'activité physique que ça augmente l'appétit des personnes âgées. Est-ce que ça l'augmente ou pas? En réalité, sur le plan physiologique, je ne sais pas. Par contre, il y a un effet un peu psychologique que quand les gens font une activité physique, quelque part, ils entendent bien le message qu'il faut manger avec. Je pense que c'est plutôt par ce biais-là que ça passe. Alors, chez les obèses, il y a 2 façons de procéder. La plus simple, c'est simplement mesurer le poids. Et à partir du moment où ils ont perdu du poids, de manière involontaire, on peut s'inquiéter de leur statut nutritionnel et s'imaginer que, en fait, finalement, ils ont perdu du muscle, ce qu'ils perdent en premier, et qu'ils ont gardé leur tissu adipeux. Donc, on peut s'inquiéter de leur statut nutritionnel à partir d'une perte de poids involontaire. Alors,
Le problème, c'est que ces obèses qu'on a embêtés toute leur vie en leur disant qu'il fallait qu'ils maigrissent et qui finalement maigrissent sans même faire d'efforts, ils sont tellement contents que c'est assez difficile pour nous par derrière de leur dire bah non, là vous avez perdu du poids, c'est pas forcément une bonne chose à votre âge et le plus important maintenant c'est d'arrêter de perdre du poids et de faire de l'activité physique pour reprendre du muscle. Voilà, donc ça c'est. Et l'autre façon de procéder, si vous n'avez pas forcément de poids antérieur, etc., c'est d'essayer d'évaluer la fonction musculaire. Une personne âgée, obèse, qui a du mal à se lever de son fauteuil ou qui marche lentement, c'est une personne âgée sarcopénique. Et donc là, vous avez le même raisonnement, il faut garder un certain niveau d'apport protéique et favoriser l'activité physique. Alors, ça peut être nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes vieillissantes, comme l'ensemble de la population française, mangent plus de protéines que ce dont il a strictement besoin. Par contre, c'est vrai que chez une personne âgée, les apports en protéines, vous avez raison, peuvent être un peu limités. À ce moment-là, il faut encourager la prise de protéines normales, c'est-à-dire que les personnes âgées arrivent quelquefois à avoir un certain dégoût de la viande. Alors il faut contourner cet obstacle en proposant des aliments riches en protéines, mais qui ne sont pas forcément l'entrecôte toute grasse là dans l'assiette. Et donc proposer les viandes qu'ils aiment, ou de la charcuterie, ou des fromages, ou des sardines, ou des harengs, ou je ne sais pas. Il faut contourner un petit peu le problème du beefsteak qui devient un peu objet de, quelquefois un peu phobique chez les personnes âgées. Après, vous pouvez aussi enrichir avec de la poudre de lait. Alors ça, c'est une méthode aussi que j'utilise beaucoup en consultation parce que la poudre de lait, c'est pas cher, c'est pas lourd à transporter et ça se garde bien dans les placards. Et finalement, si vous mettez 2 cuillères à soupe de poudre de lait, mais celui du supermarché, hein, dans le repas du matin, c'est-à-dire dans le café au lait, rajouter du lait, dans des yaourts, dans des soupes, etc. 2 cuillères à soupe matin, midi, soir, vous avez gagné 16 grammes de protéines dans la journée, ce qui est quand même une supplémentation en protéines qui est efficace et pas très compliquée à mettre en place. Bien sûr que non. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'on aurait d'autres résultats, mais on pourrait arriver à la même conclusion. Mais une enquête qualitative n'a pas la prétention d'être reproductible à tel ou tel endroit. Moi, je dis... Oui, moi, je pense qu'on va voir un travail des normes également, mais sous d'autres formes. Hein, évidemment, sur la plage... Mais si, sur la plage... peut-être, il y a aussi... Bon, il fait moins chaud, on se dénude un peu moins, par exemple, mais il y a quand même un travail sur les activités. Je pense qu'on trouvera la même chose à Brest, sur les activités physiques. Alors, aucune femme a refusé l'entretien. Si, il y a eu quelques lapins. On a eu peut-être 3-4 lapins. Enfin, poser des lapins. Oui, oui, attendez, je suis vieux, mais enfin quand même, je connais. Ouais. Non, mais c'est moi qui m'exprimais mal. Mais on a eu 3-4 lapins, mais après, comme on a utilisé une méthodologie un peu boule de neige, on est passé par nos réseaux. C'est-à-dire des gens... C'est-à-dire que vous avez quand même un échantillon essentiellement biaisé, qui est très particulier. Je ne pense pas que ça empêche la tendance générale. Non. Qu'on peut constater sans étude d'ailleurs, hein, finalement c'est vrai ce que vous dites, il y a une tendance. Mais ce qui est difficile, c'est d'en apprécier la fréquence. Alors, c'est justement ce que je disais, c'est que moi je suis quantitativiste au départ. Hein. Je fais par exemple les prévalences d'obésité à Dakar dans Obesity Reviews, c'est moi aussi qui fais. Je fais des échantillons représentatifs en fonction du quota croisé, etc. Et là on cherche en effet à avoir des prévalences, en l'occurrence, ou alors quand on fait de la sociologie quantitative, des fréquences d'opinion, on va dire. Là, c'est pas du tout ça, c'était vraiment chercher à comprendre non, mais ça, c'était très clair dans votre exposé, c'est pas ça ma question. C'est que, effectivement, vous constatez les évolutions que vous avez décrites. Intuitivement, quand on observe un peu la société qui nous entoure, on pense que ça va quand même être vrai, que c'est beaucoup plus que ce que vous constatez à partir d'un petit échantillon à Marseille, il y a des chances
d'être signifiant d'une évolution. Mais ma question, c'est on ne peut pas en évaluer la prévalence. Ce qui est normal, par nature. Hein, oui, par nature, tout à fait, de la donnée même, tout à fait. Donc, au fond, il reste aussi une incertitude sur l'aspect, comment dirais-je, de la sociologie des populations générales, sur ce qui se passe. Tout à fait. Parce que c'est vrai aussi qu'on rencontre des gens de cet âge-là qui ne sont pas comme vous dites. Enfin, je veux dire qu'il y a un mix là-dedans. Tout à fait. Il y a de tout. Mais justement, il y a aussi justement de tout. Alors qu'avant, il y avait peut-être beaucoup moins de tout. Et mon objectif est... Mais parce que votre échantillon, il est quand même il est relativement homogène. Par rapport, je l'ai décrit. D'après ce que vous avez dit, on a un peu l'impression que toutes les nanas que vous avez interrogées vont dans le même sens. Oui, disons qu'il y a aussi une forme de rhétorique. J'aurais pu insister sur la variabilité, et là j'ai insisté plus sur les récurrences. Vous voyez. C'est ce que je voulais vous faire dire. C'est tout à fait... D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit biaisé. Je pense que c'est une méthode d'analyse et de discours. C'est une très bonne question. Alors, je sais que je l'ai, hein, les femmes qui ont été actives, mais je ne saurais pas vous dire combien. Je ne saurais pas vous dire combien, je l'ai dans les données. Je pense que ça doit être indiqué dans le livre, et encore même pas sûr. Et je n'ai pas réalisé une analyse en fonction de ce critère-là sociologique, et ça demanderait une analyse. Alors, ce que j'en pense là, brûle pour point... sur les activités, sur l'alimentation, je dirais des bêtises. Je préfère avouer que je ne sais pas. Est-ce que je peux faire un petit commentaire ? J'ai bien apprécié votre présentation. Madame posait la question tout à l'heure des différences de perception de son corps, l'alimentation, en fonction de la géographie. On peut aussi se poser la question de la différence chez les sujets, les femmes en l'occurrence, qui vieillissent ou qui sont très vieilles. C'est-à-dire, je vois aussi, moi, des gens qui ont 85 ans, 90 ans, des femmes qui sont assez souvent un peu meurtries dans leur corps par la maladie, par la dépendance, etc., par les pathologies. Et je suis toujours frappée aussi de l'effort qu'elles font pour paraître, et de la blessure narcissique que ça peut représenter d'être âgé dans une blouse de l'assistance publique dans un lit. Et je pense que dans cette approche du corps et de l'alimentation, je crois qu'on peut aussi aller étudier chez les très vieilles dames et chez les malades aussi. Et j'ai apprécié l'effort qu'avait fait dans beaucoup de services de gériatrie de faire passer le coiffeur, les vernis à ongles, les esthéticiennes. Elles y sont en général très sensibles. Oui, je suis complètement d'accord. La première partie de l'ouvrage est consacrée justement aux transformations esthétiques. Et moi, j'ai pas mal travaillé. Je travaille quand même beaucoup sur le corps depuis longtemps. Et ouais, c'est très important. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, une maison de retraite qui n'a pas son coiffeur qui passe, on va vite la qualifier de mouroir. On est dans une société de l'apparence quand même.